La souffrance la plus importante de ma vie. Je l'ai vécue dans une tribu indigène en plein milieu de la forêt amazonienne où j'ai réalisé un rituel interdit en Europe. Mais c'est aussi une des plus belles expériences de ma vie et je te raconte pourquoi dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer tous les détails de ce rituel. Tu peux aussi t'abonner parce que je vais partager d'autres vidéos dans le même style sur l'Amazonie, sur ce que j'ai vécu dans les tribus indigènes. Du coup, si ça t'intéresse, bah, let's go, hein, c'est parti. Alors, pour mettre un petit peu de contexte dans cette expérience de fou que j'ai vécue, je vais commencer par mon arrivée dans la jungle. J'ai fait un volontariat dans une petite communauté fondée par un Français à Iquitos. C'est la plus grande ville d'Amazonie et la plus grande ville du monde non joignable en bateau et en voiture. Donc je suis allé là-bas en avion, j'ai fait un volontariat dans cette communauté-là et en fait ils travaillent avec des indigènes. Du coup j'ai rencontré un de mes amis qui s'appelle Hercules que je salue s'il passe par là, euh, qui en fait connaissait ces indigènes et partait vivre avec eux, etc. Donc grâce à lui, j'ai pu aller dans une première tribu indigène qui s'appelle les Bora, qui sont originaires de Colombie, qui sont venus durant l'esclavage en fait pour que les colons espagnols exploitent du pétrole, pas du pétrole, du caoutchouc. Ils extrayaient du caoutchouc de certains arbres d'Amazonie. Du coup, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils ont ramené des indigènes en fait. Voilà. J'ai une coupe de fou aujourd'hui, là, je sais pas ce qu'ils font mes cheveux. Mais on s'en fout. On s'en fout. Alors, ensuite, je suis parti dans une seconde tribu indigène. Et celle-là était vraiment très isolée. Il fallait prendre un avion déjà depuis Iquitos, qui est en plein milieu de la jungle amazonienne. Il fallait reprendre un avion pendant à peu près 1 heure pour vraiment aller en plein milieu de la jungle. Donc on a un peu galéré à avoir cet avion. J'avoue que c'était un peu le bordel parce qu'en fait c'est des avions militaires. C'est les militaires qui vont là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'aller-retour parce que c'est que ces indigènes en fait qui utilisent ces avions et qui font quelques touristes, mais il y a vraiment très très peu de touristes. Parce qu'il faut être accepté en fait, il faut avoir l'autorisation des villages pour rentrer. Donc nous c'était le cas, on a rencontré un ami qui vivait là-bas en fait, qui est originaire de ce village et qui était venu en ville pour explorer un petit peu, pour connaître la culture un peu plus occidentale. Donc on est reparti en avion avec lui là-bas. On est arrivé dans un petit village en se posant sur la rivière. Parce que oui, il n'y avait pas de piste. Enfin, il y avait une piste, mais bon, c'était la saison des pluies, donc c'était vraiment super glissant. Donc on s'est posé sur le fleuve, ça c'était vraiment super impressionnant. Et ensuite, on a dû attendre un peu dans cette petite espèce de ville. Enfin, c'est le seul truc où il y a des commerces, quelques commerces dans la jungle. Là, ils achètent de l'essence pour les bateaux. Ils peuvent acheter des habits. Voilà, il y a quelques petits trucs, quelques médicaments. Donc pour aller dans son village, on a dû prendre une pirogue. C'était vraiment une pirogue creusée dans un rondin de bois en fait. Et nous, en tout, on était 5, plus 2 personnes de ce village, dont notre ami. On a pris cette pirogue pendant 12 heures. Je vous jure, on est parti le matin tôt et on est arrivé le soir à 22 heures. Dans le bateau, on avait quoi? On avait pris quelques bananes, pas grand chose. Et en fait, en arrivant, après, je sais pas, peut-être 10 heures, j'avais trop faim. Et en fait, par hasard, on croise une autre pirogue du village qui vient, qui allait vendre des poulets en fait en ville. Et ils arrivent, on se rapproche, on se colle comme ça sur le fleuve. Et là, ils commencent à parler leur dialecte, on ne comprend pas trop. En fait, ils nous tendent un truc. Et c'était un bras de singe. Genre un bras, tu vois, faut voir le bras comme ça, avec toute la cage thoracique. Genre cuit, hein, il le graille, il mangeait comme ça. Puis du coup, ils ont dit, ouais, qui veut manger du singe? Donc j'avais trop faim, j'ai fait, vas-y, moi. J'ai commencé à grailler, à croquer dedans. J'ai dégommé le truc. Franchement,
Ça ressemblait un peu à du poulet, tu vois. C'était pas super fort. J'avais tellement la dalle, j'avais même pas réfléchi, hein. Je me suis dit, vas-y, c'est du singe, mais pas grave, je vais goûter, je vais manger. Et en fait, ça m'a détruit le bide. Franchement, j'avais trop mal au bide après. Mais bref, on est arrivé au village, j'étais rassasié. Ils nous ont accueillis vraiment comme si on était de leur famille, quoi. Ils nous ont donné une maison en bois. En fait, ils vivent dans des maisons construites sur des piquets. Parce qu'au cas où le fleuve monte, il y a vraiment beaucoup de montée des eaux, etc. pour la montée des pluies. Avec des feuilles, des toits en palmier. Donc, ils nous ont donné une maison juste pour nous. Ils nous ont fait à manger. Vraiment, on était les rois en fait. Nous, on mangeait avant eux. Ils nous donnaient tout. Alors qu'ils ont vraiment rien. On leur avait ramené des choses, par exemple un peu de nourriture, du riz, de l'essence, des habits, des petits cadeaux pour les enfants, etc. Donc ils étaient vraiment contents sur ça. Et donc, deuxième point, ce peuple, il s'appelle les Matses. C'est un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait très isolé il y a de ça 50 ans. Le premier contact avec la civilisation dans les années 70. Donc c'est-à-dire qu'avant les années 70, ils vivaient totalement en dehors de la civilisation. Donc ils ont vraiment une culture qui est très préservée. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'ils ont toujours ces connaissances, même si ça commence à se perdre, en fait, les jeunes veulent aller de plus en plus en ville, donc ils commencent à perdre leurs coutumes, leurs connaissances, leur savoir. Ce qui est très dommage. Et voilà, c'était un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait, ils vivaient tout nus avant, en fait, il y a 50 ans. Ils avaient aussi quelques pratiques cannibales. Bon, plus maintenant, en vrai, ça fait plus de 50 ans qu'ils ont arrêté. Et genre, en fait, à un moment, ils étaient en guerre contre des autres peuples. Et donc, ils mangeaient les gens qui tuaient et ils mangeaient leurs morts aussi. Les gens qui mouraient, par exemple, si la femme de quelqu'un mourait, le mari devait manger ses organes génitaux et ensuite le reste du peuple, du village, mangeait le reste du corps. Là, je trouvais ça fou. Vraiment un truc de zinzin. Et inversement, si le mari meurt, elle doit manger ses organes génitaux, etc. Alors, c'est une symbolique de récupérer son énergie vitale. C'était vraiment genre une vision totalement différente de la vie, tu vois. Pour eux, quelque chose qui est mort, il n'y a plus de vie en soi, c'est plus la personne parce que son esprit il est parti, il est retourné à la nature, etc. Donc c'est vraiment une manière de se nourrir en fait, de ne pas gâcher. Ce qui est super précieux dans la jungle, c'est voilà, la nourriture en fait. Il faut se battre pour aller chasser, pour aller récupérer de la nourriture. Donc pour eux, c'était normal en fait. Maintenant, ils ont plus ça parce qu'ils ont, avec les avions qui arrivent, ils ont plus accès à de la nourriture, par exemple, du riz, des choses comme ça. Donc c'est plus simple pour eux. Ils ont pu faire des plantations aussi. Donc voilà pour les Matses. Ils ont aussi des pratiques qui sont extraordinaires. Le chef du village est un des 5 chamans qui restent dans la communauté Matses. En fait, en tout, les Matses, ils sont à peu près 3000, divisés en, je sais pas, il y a une centaine de villages peut-être. Moi, le village où j'étais, il y avait 25 habitants à peu près. Et le chef de ce village, c'est un des 5 chamans vraiment qui restent dans cette communauté Matses, qui connaît extrêmement bien les plantes médicinales de toute la jungle en fait. Donc il nous a amenés avec lui dans la jungle pour découvrir un peu toutes ces plantes médicinales. Et en fait on s'arrêtait à chaque plante. Il nous disait ça par exemple, c'est pour soigner les mal de dos, ça c'est pour soigner les règles douloureuses, ça c'est pour soigner problèmes d'intestin, de digestion, ça c'est pour les poux. Il y avait plein de trucs comme ça. En fait il m'a expliqué qu'il y avait, pour les enfants, ils font des infusions de plantes pour qu'ils puissent manger des gros animaux. Par exemple, moi j'ai mangé un singe, tu vois, alors que peut-être c'était pas bon pour moi. Pourquoi? Parce que ils disent que quand tu manges la chair d'un animal, son esprit, il peut venir te rendre malade en fait à l'intérieur de soi, si son esprit est plus fort. Du coup je me suis dit, ah mais moi j'ai mangé du singe, j'ai été malade, peut-être c'est pour ça, tu vois. Et en fait ils font des infusions de plantes, il y a une plante pour chaque animal. Pour les nouveau-nés qui n'ont pas l'habitude de manger ces choses-là, moi j'avais pas l'habitude de manger du singe, du coup ils m'ont dit oh, on aurait pu faire ça pour toi, etc. Donc c'était super intéressant. En fait, ils voient vraiment les choses sous forme d'esprit. Par exemple, les plantes, ils vont. Comment dire? C'est dur à expliquer.
Les plantes, oui, ils voient la plante comme si c'était vivant, tu vois. Ils vont lui dire, bah, c'est vivant, mais ils vont récupérer l'information de la plante, en fait. Ils disent, oui, nous, on a appris au fur et à mesure de nos ancêtres, mais c'est la plante qui nous dit comment l'utiliser, etc. Genre, vraiment, ils vont dans la jungle, ils voient des choses que nous, on voit pas. Par exemple, je parlais avec mon ami qui nous a accueillis là-bas, qui vit là-bas, et il me disait, oui, il y a l'esprit de la forêt, c'est un jeune garçon avec des cheveux devant la tête, et c'est le protecteur de la forêt, en fait. Et je lui dis, mais toi, tu le vois? Il me dit, bah oui, je le vois. Genre, quand je vais chasser, des fois, il est au milieu du chemin, je lui demande si je peux passer, et il me laisse passer. Et je dis, mais tu le vois, tu le vois comme moi. Et en fait, il le voit. Et vraiment, pour eux, c'est. Ils le voient. Donc ça paraît fou quand tu arrives comme ça et qu'ils te racontent ça. Mais j'ai vraiment. Enfin, pour eux, c'est normal en fait. Ils ont tous vécu des expériences qui leur font dire oui, il y a des esprits dans la forêt, des esprits de toutes sortes différentes, et c'est réel. Je parlais avec le fils du chef du village qui m'a dit que oui, il y a 15 ans, il était parti vivre tout seul une semaine dans la jungle pour faire une sorte de rituel pour voir s'il était assez fort pour devenir chaman et pour apprendre la science, l'apprentissage des plantes et des esprits, etc. Et en fait, il m'a dit, le soir, quand j'étais seul dans la jungle, les esprits voulaient me faire peur, tu vois. Et vraiment, il entendait des choses, il voyait des choses, etc. Et il a fait sa semaine complète dans la jungle et j'ai trouvé ça super impressionnant. Pour ce qui est des pratiques, ils ont aussi une plante médicinale spéciale, en fait, c'est du râpé, ça s'appelle. C'est du tabac en forme de poudre, en fait. Souffle dans le nez. En fait, ils ont des espèces de curry. Ça s'appelle un curry-pea. C'est comme une paille en angle. Si tu le mettre comme ça dans la bouche et dans le nez, il se souffle dans les deux narines. Ça, je l'ai fait beaucoup. Ça vient te brûler tout le devant de la tête, tout le crâne là, c'est vraiment. Ça démonte en fait. Tu te souffles vraiment la poudre de tabac à l'intérieur du cerveau. Et ça, eux, ils le font pour se nettoyer. Ils disent que ça nettoie la glande pinéale et du coup que ça permet d'ouvrir le troisième œil. En fait, il explique comme quoi eux, ils sont plus. Ça leur donne un boost d'énergie aussi, parce que le tabac, ça réveille. Ça nettoie, le tabac, ça a des vertus purifiantes, du coup, au niveau énergétique, ça va te nettoyer de ce que tu as dans le cerveau, pour pour qu'après ton cerveau il soit plus clair et que par exemple tu puisses faire une cérémonie, soigner quelqu'un, tu vas faire un curry avant pour te soigner et vraiment pouvoir communiquer avec les esprits par exemple. Eux ils font ça dans ce cadre-là en fait, pour les cérémonies. Et trop puissant. Franchement, moi ça m'a. En vrai, c'est un peu addictif. À un moment, je n'arrivais plus à en passer. Mais je faisais ça avant de méditer et c'était incroyable. Genre, vraiment, j'ai vécu des expériences de fou comme ça. J'étais vraiment très ancré dans mon corps en fait. Je sentais chaque partie de mon corps et surtout, je ressentais encore plus profondément les émotions qu'engendraient mes pensées. Par exemple, la première fois que je l'ai fait, c'était super inconfortable parce que j'avais une émotion un peu négative où je me culpabilisais, etc. Où je sais plus exactement. Et vraiment, c'était dur de méditer et ça ressortait en fait. Et du coup, j'ai pu l'écouter, j'ai pu prendre connaissance de ça vraiment plus en profondeur. Et donc j'ai intégré un peu cette pratique. Et c'était vraiment super. J'ai ramené du râpé d'ailleurs là, de Amazonie, ça fait genre, je sais pas, 6 mois que j'en ai pas pris. Mais il faudrait que je reteste à l'occasion. Voilà pour ce qui est du contexte, pour ce qui est du peuple indigène, des pratiques. Et maintenant, on passe à l'animal sacré. C'est la grenouille Kambo. C'est une grenouille arborigène, plutôt grosse, qui sécrète du venin. Et pour les Matsés, cet animal, il est sacré. Ce venin, c'est le vaccin de la jungle, ils l'appellent. Et ils disent qu'ils soignent toutes les maladies avec ça.
Alors oui, vous commencez à comprendre, j'ai fait plusieurs cérémonies de Kambo. Kambo, comme tu te dis, comment ça, plusieurs cérémonies de Kambo avec une grenouille, comment ça se passe? Alors, déjà, pourquoi ils font ça? Ce venin de grenouille, on va commencer par comment? Comment ils font ça? Ce venin de grenouille, ils vont venir se brûler la peau avec une tige, un bout de bois en fait. Ils viennent faire des brûlures. Par exemple, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai commencé par deux. Ils vont brûler deux points de la peau en fait pour que la chair soit vive et qu'ensuite ils viennent appliquer le venin sur la peau. Et donc ce venin, quel effet il a? Bah déjà en premier, tu vas commencer à sentir ton rythme cardiaque s'accélérer. Euh, tu vas commencer à avoir super chaud parce que ton corps il se met en mode alerte en gros, où il faut vraiment qu'il aille éliminer le venin le plus vite possible. En fait, ce venin, il va dans le système digestif et il va te faire vomir. Donc au bout de 2 minutes, tu commences à vomir, à vomir, à vomir, t'as mal au bide. C'est un enfer. Et ça dure à peu près 5 minutes, enfin 10 minutes, mais genre la partie dure, vraiment, elle dure 5 minutes. C'est vraiment des 5 minutes très très intenses, euh, très 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 inconfortables. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que j'allais canner en fait. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Mon pote, il est tombé dans les pommes, il était tout blanc, il était pas bien. Mais parce que lui, il a abusé un peu, il a fait genre, je crois, 3 points directs. En fait, plus tu fais de points, plus c'est fort. Moi, j'en ai fait que 2, ça allait. Et donc, j'ai vomi toutes mes tripes. Et après, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie, je crois. Genre, j'étais tout léger. Les lumières, elles étaient toutes éclatantes. Tout était magnifique. J'avais une énergie de fou. Et après, pendant une semaine, j'avais vraiment une énergie de zinzin. J'étais à fond. J'étais à fond. Donc pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se mettent du venin sur la peau, dans le sang? En fait, eux, c'était une pratique. Avant de partir chasser, des fois, ils allaient chasser pendant des jours. Ils se faisaient une cérémonie de Kambo, en fait. Et cette cérémonie, comme le corps se met vraiment en transe, en alerte, il lutte, ça montre à quel point t'es fort. Ça montre à quel point t'es un guerrier, en fait. T'es un mec, tu crains pas le venin, tu vas aller tout déchirer, tu vois. Et du coup, ils faisaient ça pour se donner de la force avant d'aller chasser. Et c'est vrai que, contre-intuitivement, ça redonne de la force, en fait, parce que ton corps, il va tellement se mettre en mode alerte qu'il met ses capacités au max. Donc, c'est bien sûr, t'as un coup de mou, après, tu te reposes, je sais pas, 1 heure, mais après, vraiment, tu te sens bien, quoi. Donc, ils faisaient ça pour les chasser et pour, bien sûr, soigner les maladies. En fait, ça va venir ton sang va venir se nettoyer en fait parce que ça vient dans le sang. Donc vraiment ton corps va venir nettoyer à fond tout ce qui est à l'intérieur de ton corps. Et il va venir purger ton estomac et ton intestin. En fait, tu vas venir vomir, vomir, vomir et jusqu'à que tu vomisses quelque chose de jaune. C'est ta bile en fait qui n'est pas renouvelable. Et en fait, le fait de la renouveler, ça va nettoyer ton système digestif. Donc par la suite, tu digéreras plus facilement et tu auras beaucoup plus d'énergie parce que c'est là que vient l'énergie du corps, c'est en digérant. Il y a aussi d'autres bienfaits. En fait, ils m'ont dit qu'ils avaient clairement soigné quelqu'un qui avait le paludisme avec le Kambo, quelqu'un qui avait le sida aussi. Ils m'ont dit, ça je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est quelque chose qu'ils m'ont raconté, que quelqu'un était venu, il était resté pendant 6 mois, et toutes les 2 semaines, il faisait une cérémonie de Kambo. Et au bout d'un mois, il n'y avait plus rien. C'était parti. Et j'ai entendu plein d'histoires dans la jungle, des histoires de fous. Des gens qui se soignent avec le Kambo comme ça. C'est pas expliqué par la science, tu vois, et c'est interdit en Europe. Vraiment, ils disent que c'est dangereux, que c'est interdit. Ce que je comprends, bien sûr, c'est dangereux. Tu ne faut pas se mettre du venin comme ça sans savoir. Il faut y aller petit à petit, connaître, faire avec des chamans, avec des gens qui gèrent, qui peuvent te garder en sécurité en fait. J'ai une autre anecdote aussi. Il y avait un mec vers Iquitos qui était en train de faire un arrêt cardiaque en fait. Qui était en train de mourir en gros.
Et ils l'ont mis assis, ils lui ont fait un combo, il s'est réveillé le gars. Genre il était en train de canner, ils lui ont fait un combo, il s'est réveillé. C'est des zinzins, le mec il est en train de faire un arrêt cardiaque, ils lui font une cérémonie de combo, tu vois, normal. Et eux en fait ils ont foi dans le truc parce qu'ils savent que ça marche. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Après je me suis senti super bien, genre franchement j'étais nettoyé, j'étais en pleine forme. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'en fait, à la fin de cette cérémonie, je me suis posé dans un hamac. En fait, j'ai fermé les yeux et je sentais plus mon corps. J'étais genre. Je suis parti et j'ai eu des visions. Vraiment des visions comme si on m'avait mis un film en 4K devant la tête, en fait. Tu vois, je voyais une forêt qui brûle, la forêt amazonienne qui brûlait. C'était comme si, genre, la forêt, elle disait oui, l'homme, il est en train de nous faire brûler, etc. Tu vois, c'était pas une vision qui venait de mon cerveau ou quoi. Genre, j'ai l'impression que ça venait de l'extérieur ou de la médecine. C'est vraiment un truc de fou. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Moi, je vous raconte comment je l'ai vécu, comment je l'ai compris. En fait, c'est même pas une compréhension intellectuelle, tu vois, par le cerveau où tu fais des. C'est vraiment dans ton corps, tu ressens que ce message il vient de quelque part, tu vois. Du coup, j'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à voir un aigle, j'ai commencé à voir un renard, j'ai commencé à voir des animaux comme ça. Et après, j'ai vu un homme, tout en blanc, qui a commencé à monter sur une branche d'arbre. Il montait sur une branche d'arbre, et après j'ai vu des mains blanches, des mains noires, tac, tac, tac. Et cet homme, quand il est monté sur la branche, il s'est mis debout. Sa tête, elle s'est illuminée. Il avait une couronne de lumière au-dessous de sa tête. Et là, j'ai eu des frissons partout, c'était un truc de fou. En fait, c'était une. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Genre, c'est un truc que j'ai vu qui s'est passé dans le futur. Là, quand je dis ça, je dis, mais il est fou ce mec, il est n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Genre, ça, l'homme qui monte sur l'arbre, c'est moi. Je vous raconterai la prochaine fois, mais c'est un truc de zinzin. Et à la fin, j'ai vu un esprit, une indigène, une dame qui vraiment, elle avait l'air réelle, tu vois. Elle était devant moi, elle était en 3D et tout, elle était là en fait. Avec des plumes bleues sur la tête. Et elle me faisait des bisous comme ça. En mode, tout va bien se passer, t'inquiète. Et je me suis réveillé, j'étais choqué. J'ai dit au chaman, ouais, j'ai eu des visions et tout, etc. Il m'a dit, ah ouais, c'est pas normal, enfin, c'est pas normal, c'est pas habituel. Ça veut dire que la médecine t'aime bien, que l'animal t'aime bien, l'esprit de la nature t'a accueilli et tout. J'ai dit ça et j'étais trop content. Et depuis, j'ai plus du tout la même vision de la nature, ouais, des arbres en gros, des animaux en fait. J'ai eu une relation tellement forte avec cette grenouille, cette jungle, que ça change la vie. Voilà pour cette petite vidéo. A plus les amis. Je vous raconterai ma vision la prochaine fois.